le résultat que les gens idéalisent et voient comme fun, c'est le résultat d'une année de travail qui est peut-être un peu moins fun. Mais on a la chance, je pense, à Festinoche, de pouvoir donner vraiment du sens à notre travail et de savoir pourquoi on fait ça. On fait ça pour une région, on fait ça pour partager par la passion. Mais travailler dans le monde de la musique, c'est aussi des fois oublier que la passion ne justifie pas forcément trop de stress ou des fois des situations qui sont douloureuses ou qui sont pénibles en termes de surcharge de travail, en termes de précarisation des conditions salariales dans le monde de la culture en général. Ce sont des conditions qui sont modestes et c'est vrai que souvent on a tendance à excuser ça en disant ouais mais c'est la passion, c'est la musique, c'est cool quoi, vous avez un métier qui est cool. Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast ? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cette partie 2, on a abordé plusieurs thèmes comme les coulisses. On parle notamment de l'accueil des artistes, de la responsabilité qu'a le festival en termes de sécurité, de l'idéalisation du domaine musical, de risques, de passion et bien d'autres points. Comme je l'ai dit dans la partie 2, Antonin est une personne qui est arrivée où il se trouve par passion. Je l'ai ressenti et je pense que tu le ressentiras aussi. Je te souhaite un excellent épisode. Antonin, est-ce qu'il y a un artiste ou des artistes, un groupe ou des groupes que tu rêverais avoir à Festinoche ? Ou que tu rêvais et que tu as eu ? C'est vraiment une question à laquelle je suis familiarisé, mais par contre, On te la pose souvent ou on bien me la pose souvent. Ok, Ouais, d'accord. ouais. Merde. On me la pose souvent et j'ai toujours autant de difficultés à répondre parce qu'il y a beaucoup de groupes dont j'ai été fan, mais je suis moins fan maintenant. Il y a des trucs. Longtemps, je disais que Daft Punk, ça serait le Graal. Alors, c'est plus possible maintenant qu'ils se sont séparés, mais je me souviens qu'à un moment, j'y croyais un petit peu, à moitié. Mais Daft Punk, c'est un groupe qui a influencé non seulement l'histoire de la musique électronique, mais qui m'a aussi beaucoup influencé et que j'aurais rêvé de pouvoir accueillir, mais je pense qu'on n'aurait pas pu je sais qu'on n'aurait pas pu parce que leur structure scénique n'a jamais été compatible avec un concert sous chapiteau, et nous, nos contraintes, c'est que notre grande scène, elle est sous un chapiteau et que ça offre beaucoup moins d'auteur pour certains décors, certains écrans, et il y a beaucoup d'artistes qu'on ne peut pas accueillir parce qu'on n'a pas la hauteur nécessaire sous la scène pour les accueillir. Donc il y avait Daft Punk, il y a Manu Chao avec qui presque j'ai appris l'espagnol, enfin au travers de ses chansons je dirais, étant plus jeune, puis qui évoque énormément de choses pour moi, de souvenirs de vacances, de voyages, et j'ai beaucoup voyagé en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et je pense que Manu Chao, la Mano Negra avant, n'y est pas complètement pour rien, en tout cas dans cet amour pour toute la culture hispanique, latino-américaine. Voilà, Manu Chao, ouais, je rêverais, je pense que ça serait un artiste tout à fait festinoche. Simplement, Manu Chao, un artiste très difficile à avoir parce que je pense qu'il se fait déjà bien assez d'argent avec ses royalties sur ses albums et ses succès internationaux. Et il a pour habitude, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est ce que m'a toujours dit en tout cas son agent, il n'a rien envie d'avoir au calendrier, à l'agenda, 4 mois avant. Ah ouais, ok. Alors que quand on programme un festival, c'est vrai que souvent la programmation se fait des fois une année avant et que c'est très difficile d'attendre un peu la DER. On ne peut pas garder un espace pour un artiste et attendre le mois de février-mars pour que ça soit une réponse négative et se retrouver à poil sans rien. Mais voilà, Manu Chao, je pense que ça serait une fois un très beau concert de clôture et je rêverais de l'accueillir à Festinoche un jour peut-être. Et tu as cité dans la partie 1 ce moment backstage, si on veut, ou plus que coulisses avec Snoop Dogg. Est-ce qu'il y a d'autres moments qui restent dans ta mémoire ? Alors, il y en a vraiment plein, mais ces épisodes de ce qui se passe en backstage, genre beaucoup de gens fantasment un peu sur les backstage d'un festival, backstage de salles, et ce qu'on essaye vraiment de faire à Festinoche, c'est d'accueillir les artistes avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, mais sans trop se prendre au sérieux non plus. Il y a un côté vraiment très familial. L'équipe qui gère l'accueil, les transports, la production générale du festival, c'est une équipe qui fait ça depuis longtemps, qui est aguerrie aux demandes les plus difficiles à répondre. Mais en même temps, il y a un espace très décontracté.
les artistes adorent venir à Festinoche, et ça, c'est pas, je le dis pas en l'air, je sais que c'est vraiment sincère, les retours sont toujours excellents, et c'est dû à la qualité de l'accueil, mais c'est aussi dû simplement au fait qu'on est un festival au centre-ville où ils sont à quelques minutes de l'hôtel. Avant l'ouverture des portes, quand ils arrivent souvent le matin en tourbus, souvent les grosses tournées, je parle des têtes d'affiche, c'est des artistes qui arrivent le matin dans des bus dans lesquels ils dorment la nuit, de ville en ville, et souvent ils débarquent à Festinoche à 9h du matin, ils se réveillent, ils prennent le petit-déj chez nous dans le backstage, puis après ils apprennent qu'il y a une plage, et qu'avant l'ouverture des portes au public, la journée, cette plage, elle est un peu à nous, quoi, ou aux artistes et aux bénévoles qui sont sur le site. Et cette année, ils ont tous et toutes quasiment profité d'aller se baigner. C'est vrai que c'est un luxe pour un artiste en tournée d'avoir à la fois le confort dans les loges, le confort et la qualité d'accueil qu'est la nôtre, mais aussi un site et un lac qui permet d'aller se rafraîchir et d'aller un peu se détendre. Parce qu'il faut savoir que la vie en tournée d'un artiste, c'est une vie qui est très rude, y compris pour les têtes d'affiche. C'est souvent chaque jour une autre ville, un autre hôtel, c'est des déplacements, c'est peu d'heures de sommeil, c'est beaucoup d'adrénaline et après des grosses descentes quand le concert est fini. Et souvent des demandes qui sont considérées comme des caprices, des fois, en fait, ne sont pas des caprices, mais sont juste envie, la volonté et la nécessité pour des artistes et leur entourage de retrouver certaines habitudes et un certain rythme qui soit le plus sain possible. Donc tout ce qui se passe, de voir ces artistes, de voir Angèle en toute simplicité profiter de la plage avec son équipe, visiter le site et découvrir finalement notre bord du lac, notre ville, c'est une fierté, c'est cool. Je me souviens aussi d'artistes qui ont découvert Neuchâtel et qui devaient y passer qu'une nuit, comme Mika à l'époque ou Iggy Pop, et qui ont décidé, parce que leur agenda le permettait, de prolonger leur séjour, parce qu'ils s'y sentaient bien. Et c'est en ce sens-là aussi que Festinoche est une forme de carte de visite aussi pour la ville de Neuchâtel. Et je pense que la ville, la région profite aussi des retombées, autant en termes médiatiques. Des images de Neuchâtel circulent dans tout le pays, grâce maintenant aussi à un partenariat national qu'on a avec la RTS. Donc c'est aussi une forme de promotion de notre région et des retombées forcément en termes d'image, mais aussi en termes économiques pour toute une région. Et par rapport à la tournée des artistes, je pense que c'est important de souligner ce que tu as dit. Aujourd'hui, on idéalise beaucoup de gens, de travail. Tu vois, typiquement, je pense qu'on pourrait idéaliser ce que tu fais aujourd'hui, en 2023, Festinoche, cofondateur. C'est beau aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais en partie 1, tu as dit que environ 6 ans après la création de Festinoche, vous avez commencé à recevoir un petit salaire, donc on parle de 10, 20, 30%, après 6 ans. Tu as parlé de quelques galères que vous avez eues. Et donc, tu vois, je pense que les artistes, c'est pareil, on idéalise parce qu'on voit que le côté, on voit que le revers de la médaille, le beau revers de la médaille. Et ça, c'est comme un peu toutes les personnes ou les entreprises qui sont sous les projecteurs. Et on se dit, waouh, j'aimerais bien être là, mais on ne voit pas justement les coulisses. Et je pense que ça, c'est important d'en parler. Mais c'est vrai que le monde de la musique et des concerts, tout le monde écoute de la musique. Tout le monde voit ce que c'est que le star system, voit ce que c'est qu'un artiste qui a du succès, qui remplit des salles, qui a qu'à claquer des doigts ou dire hello ça va pour avoir 10 000 personnes qui hurlent. C'est quelque chose qui génère beaucoup de fantasmes. Mais c'est aussi, je pense, aujourd'hui, la musique, peut-être avec le sport, c'est les deux seules occasions un peu de vivre les mêmes émotions au même moment et de partager, de communier. Il y a une forme d'osmose qui se crée avec, quand on est 10 000 ou même 200 à regarder un concert et à vivre la même émotion et de ne pas savoir l'issue de ce qui va se passer, l'issue du match ou l'issue du concert. Un accident, c'est des humains qui jouent ou qui chantent ou qui font une prestation scénique et tout peut arriver à tout moment. Et je pense que je sais, un journaliste disait que dans un monde aujourd'hui où beaucoup de gens ont perdu des gros repères, la religion a moins d'importance, il y a beaucoup de repères qui ont perdu, la musique et les festivals sont une arme de reconstruction massive de liens.
Et ça, je pense que ça fait vibrer tout le monde. C'est facile d'accès, ça fait vibrer, ça fédère, et ça génère aussi beaucoup de fantasmes. Et travailler dans le monde de la musique, ça génère aussi pas mal de fantasmes. Et c'est normal, et c'est vrai que notre situation, la mienne, je vais être honnête, je le fais pas pour la fame, et je suis des fois très honnêtement aussi gêné de toujours m'exprimer moi au nom d'un travail collectif qui est énorme. Et sans nos bénévoles, sans les collègues au bureau, on serait rien. C'est vraiment un travail collectif. Donc souvent, j'aime bien dire que j'ai envie de m'exprimer au nom de ce travail collectif, au nom des collègues, au nom de tous les bénévoles, sans qui le festival n'existerait pas. Mais après, beaucoup de gens n'ont pas conscience aussi que travailler dans la musique, c'est aussi passer son temps derrière son ordinateur à écrire des mails, négocier avec des agents qui vous parlent comme de la merde parce que de toute façon ils savent qu'il y a des festivals partout puis qu'ils préfèrent plein de dates, et puis c'est un monde quand même, quand on parle des têtes d'affiche, qui est ultra capitaliste, où c'est juste le jeu de l'offre et la demande, où des fois on pourrait avoir tendance à perdre pied un peu, puis perdre le sens, et le sens de la passion surtout. Et après, ce qui nous rattache à cette passion, c'est quand on travaille avec tous ces humains qu'on accueille sur le festival, autant le public, les artistes, d'accompagner aussi des carrières d'artistes régionaux qui se développent, qui s'exportent. Il y a vraiment tout ça qui est magique, mais c'est vrai que c'est un travail qui est à tous les niveaux du festival. Je suis directeur et programmateur, mais travailler à la communication, à la programmation, à l'administratif d'un festival, c'est des tâches qui sont rudes, qui sont difficiles, qui sont extrêmement stressantes. Parce qu'on a un calendrier qui fait qu'on travaille toute l'année pour 4 jours d'événements, donc le compte à rebours à l'approche du festival, la pression est énorme, la charge de travail est énorme, les heures supplémentaires sont énormes, et que c'est un travail qui n'est pas toujours très fun, qui est beaucoup d'emails, beaucoup d'administratifs, donc c'est vrai que le résultat que les gens idéalisent et voient comme fun, c'est le résultat d'une année de travail qui est peut-être un peu moins fun, mais on a la chance, je pense, à Festinoche, de pouvoir donner vraiment du sens à notre travail, et de savoir pourquoi on fait ça. On fait ça pour une région, on fait ça pour partager, par la passion. Mais travailler dans le monde de la musique, c'est aussi des fois oublier que la passion ne justifie pas forcément trop de stress, ou des fois des situations qui sont douloureuses ou qui sont pénibles, en termes de surcharge de travail, en termes de précarisation des conditions salariales, dans le monde de la culture en général. Ce sont des conditions qui sont modestes. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à excuser ça en disant « Ouais, mais c'est la passion, c'est la musique, c'est cool, quoi. Vous avez un métier qui est cool. » Et je pense que dans le monde de la musique, des attachés de presse, des agents, des labels, il y a aussi beaucoup de gens qui pètent les plombs et qui se reconvertissent pour trouver quelque chose d'un peu plus stable et plus sain en termes de rythme de travail, de stress. Donc nous, on est très attentifs à Festinoche à ça, et on tient à offrir des conditions de travail qui soient confortables, mais évidemment, il y a des moments qui sont très durs. Il y a des moments où des gens craquent, où des gens, et je pense que c'est à la fois normal, mais en même temps on fait tout pour éviter ça autant que possible. Et, euh, et voilà, donc je pense que cette idéalisation des concerts, je pense que beaucoup de gens ne voient pas tout ce qu'il y a derrière, et ne voient pas non plus aussi la responsabilité et la pression qu'est la nôtre en termes de responsabilité. Qu'on soit une association qui organise un petit concert pour 1000 personnes, ou un festival tel que Festinoche qui en accueille 55 000, on est responsable de la sécurité de tout ce public. Et ça, c'est une pression aussi qui est énorme, surtout quand on est conscient, comme on l'est à Festinoche, de notre responsabilité. Un accident, un blessé grave ou un décès sur le festival, c'est notre responsabilité. Donc plus on accueille de monde, qui plus est dans un cadre open air comme Festinoche, soumis aux aléas de la météo, avec des structures éphémères, avec un chantier qui dure un mois, on est en permanence conscient en tout cas des risques encourus, et on travaille tout au long de l'année aussi pour réduire ces risques parce qu'on est conscient de nos responsabilités. Et t'as le lac en plus qui crée un risque supplémentaire. Bah, c'est vrai que c'est à la fois un avantage mais une source de risque aussi supplémentaire. Ouais. Et ça fait quelques années qu'on a une attention particulière, parce qu'une noyade, c'est l'autorisation d'une entité, d'une institution qui est garante, ou qui se doit d'être garante de la sécurité de tout le public, des artistes, des bénévoles accueillis.
Et on fait tout pour réduire ces risques. On s'encadre aussi de professionnels dans le domaine de la sécurité. Là, c'est la deuxième édition consécutive où on collabore avec la société de sauvetage du Ballac, qui met à disposition des plongeurs, des bateaux avec des sauveteurs qui sont prêts à intervenir à tout moment. Si quelqu'un venait avoir un malaise ou se baignait alors qu'il aurait mieux temps de rester à quai, ou elle aurait eu meilleur temps. Mais je dirais qu'on est extrêmement professionnel et rigoureux dans l'analyse de ces risques, mais on sait que le risque zéro, il n'existe pas. Et que le risque est tout le temps présent. Donc c'est aussi une pression, je dirais, morale, parce qu'il y a la responsabilité forcément pénale, civile, mais aussi morale, si quelque chose se passe mal, s'il y a un accident, s'il y a une agression. Mais par chance, la vision qu'on a développée depuis plusieurs années fait qu'on arrive à offrir un site, en tout cas, comme je l'ai dit avant, où le public se montre respectueux, bienveillant et avec peu de problèmes sécuritaires. Mais c'est une pression qui est constante et quelque chose à laquelle on pense en permanence. Et on connaît aussi dans l'histoire des festivals ou des organisateurs d'événements des situations dramatiques où des décès ou un décès peut avoir des conséquences 10 ans après sur la structure organisatrice ou sur le directeur ou la directrice. C'est vrai que j'avais jamais vu le lac du côté des artistes. Tu vois, je m'étais jamais dit les artistes peuvent profiter avant l'ouverture de tout l'espace finalement. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est hyper positif pour eux. Est-ce que typiquement là, la tête d'affiche de vendredi, c'était Paul Paul Kalkbrenner. Kalkbrenner, Typiquement, lui, est-ce qu'il a profité du lac? lui, je ne crois pas qu'il a profité du lac. Ok. Parce que c'est un artiste qui est arrivé juste avant son show. Ok. Il est reparti ou bien? Et il est reparti assez vite après. Ah ouais, ok. Donc c'est vrai que c'est beaucoup les artistes qui voyagent en ce qu'on appelle en tourbus, donc ces bus organisés pour les tournées d'artistes, ou c'est aussi des bus qu'on retrouve dans le monde du sport ou de l'événementiel en général, qui sont en fait des espèces de camping-cars 4 étoiles qui permettent de dormir de date en date après un concert pour aller sur une autre date de festival ou de concert. Et ces artistes-là sont ceux qui arrivent le plus tôt le matin et qui sont des fois demandeurs ou demandeuses aussi, qu'on organise des activités, des visites, des excursions, et pas seulement pour l'artiste, parce que souvent on a l'impression qu'accueillir un artiste, on pense que à l'artiste lui-même ou elle-même, mais on oublie souvent qu'il y a souvent des dizaines de techniciens, de chauffeurs qui tournent avec, et sans qui le show ne pourrait pas avoir lieu. Donc offrir aussi des conditions d'accueil qui sont agréables à l'entourage de l'artiste, c'est aussi tous ces gens-là qui parleront bien de leur accueil à Festineuch et qui permettront peut-être de faciliter aussi le booking d'un autre artiste. Et en partie 1, tu as parlé justement de la galère du début, où finalement il y avait un risque qui était assez considérable. Tu faisais des petits jobs, si on veut, des jobs alimentaires pour pouvoir juste vivre en fait, et à côté continuer à vivre de cette passion aussi, ou t'alimenter, mais pas financièrement, mais alimenter cette passion que tu avais. Est-ce que le risque a toujours fait partie de toi? Tu as dit, nouveau en partie 1, que tu as fait de la gymnastique artistique. C'est un risque, hein, selon ou même je crois toutes les disciplines qu'il y a dans la gym. Est-ce que tu es une personne qui aime le risque de base? Je dirais que j'aime pas le risque, mais je suis conscient que sans prise de risque, il y a peu de projets qui aboutissent. Donc je pense que l'équipe fondatrice de Festineuch avait quand même à la fois une passion pour la musique, mais une âme entrepreneuriale aussi. Parce qu'on prenait un risque financier. Désormais, la situation financière de Festineuch est saine. Mais pendant très longtemps, on travaillait avec des salariés au bureau, on organise un événement, mais on est toujours à une année de la faillite, parce qu'une édition où une tête d'affiche annule, où il pleut pendant 4 jours, qu'on doit évacuer le site, c'est finalement c'est extrêmement risqué, le monde de l'événementiel et des festivals en particulier. Et forcément,
que cette conscience du risque grandit avec les années. Je pense qu'au début, on pense simplement au fun que ça apporte, la passion de la musique, et on est un peu plus insouciant. Et les années avançant, la structure grandissant, les responsabilités augmentant, on est de plus en plus conscient de ce risque et de plus en plus méticuleux sur l'envie de les contrôler autant que possible. Et c'est pas pour rien que je pense beaucoup de festivals ou d'initiatives ou de projets culturels naissent aussi de personnes qui ont peut-être une forme d'insouciance, et tant mieux, d'une certaine manière, qu'il y ait toujours cette insouciance dans plein de projets, parce que le risque, il existe aussi dans les petits événements. Ce week-end, il y a le Parabole Festival qui commence à Baule, il y a le Tartare de Miettes dans le Jura, Tartare de miettes. qui sont des festivals géniaux, mais qui ont aussi des risques. Ils ne sont pas à l'abri d'une tempête, d'une annulation, et c'est aussi des gens qui s'investissent, souvent, même la majeure partie du temps, bénévolement. Mais je pense que on s'acclimate du risque quand on a vraiment la passion, en tout cas, et qu'on arrive à donner du sens à cette prise de risque. Ouais, parce qu'au début, tu disais que parfois, dans ce domaine, justement, on a l'impression que tout est beau et que tout est parfait, mais il y a des gens qui craquent parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a des heures sup. Est-ce que tu penses que c'est la passion qui fait qu'on ne va pas craquer et qu'on va continuer? Oui, je pense tant qu'on arrive à donner du sens à notre investissement, c'est le carburant premier. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas retirer une quelconque gloriole du fait que des gens travaillent sans compter pour un événement. Mais ça, c'est des prises en considération qui viennent forcément avec l'âge, avec la maturité de l'événement. Et je dirais que Festinoche maintenant tient à soigner vraiment toutes les personnes qui travaillent, soigner le relationnel, offrir des conditions cadres de travail qui sont les plus confortables possibles, et se prémunir d'un excédent d'heures supplémentaires, et offrir à chacun, chacune aussi la possibilité d'être à la fois épanoui dans son travail, mais aussi d'avoir une vie à côté de l'événement. Parce que souvent, quand on travaille dans la musique, la frontière entre la passion et le professionnel, elle est ténue. Et on a des fois tendance à s'oublier. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé. Parce que organiser des concerts, faire comme je l'ai fait à côté du festival, un travail d'agent ou de manager, c'est un travail qui est passionnant, qui est super excitant. Et la finalité de ça, c'est des concerts, c'est de l'émotion. Donc des fois, on a tendance à voir que la finalité et s'oublier aussi un peu. Et je pense que c'est notre rôle aussi à Festinoche maintenant aussi, de rappeler que la vie, c'est pas que le travail, et qu'il faut trouver un équilibre, ou offrir en tout cas la possibilité d'avoir un équilibre le plus sain possible entre la vie professionnelle et la passion, la vie privée. Donc la musique est l'une de tes passions. J'ai entendu, et tu l'as dit aussi, que le voyage est une autre passion. Est-ce que tu as d'autres passions ou activités extra-professionnelles? Mais c'est vrai que je parle souvent du voyage, de l'évasion. J'ai eu la chance depuis assez petit, grâce à des parents voyageurs, de beaucoup voyager. Je continue autant que possible de le faire. Étant maintenant papa d'une fille de 4 ans et demi, c'est aussi un peu plus difficile, mais c'est d'autres sources de joie qui se sont offertes à moi, évidemment. Mais je dirais que j'aime beaucoup l'évasion, l'ouverture aussi. Et je crois que j'ai pas l'habitude de parler de moi autant, mais je crois que j'aime vraiment les rencontres. J'aime les gens, j'aime rencontrer, j'aime partager, et j'aime aller à la rencontre des gens. Je crois que c'est quelque chose qui est une qualité, et Dieu sait que j'ai pas que des qualités, mais aussi certains défauts, bien sûr. Mais je pense que travailler dans le monde de la musique, c'est avant tout un travail humain. On travaille avec des humains, et je pense qu'il faut savoir faire preuve d'une grande empathie et d'ouverture et d'écoute. Et je crois que c'est ça que j'aime aussi vraiment partager. Mais c'est partager des bonnes bouffes, partager des sorties. J'aime la fête, toujours maintenant. Et j'aime la musique et j'aime l'évasion. Et en fait, toutes ces passions-là, et ce qui, je pense, me définit d'une certaine manière, se retrouvent dans l'organisation d'un festival avec des artistes qui viennent des quatre coins du monde.
avec un métier humain et un partage avec une équipe, avec le public, avec les artistes, et l'envie de fédérer, de rassembler. Mais donc aujourd'hui, comment est-ce que tu répartis tes différentes passions? Donc là, je parle pas de festineuche, mais typiquement le voyage. Bon, maintenant, tu as une fille, mais comment ça se passe un peu Bah, c'est vrai que c'est la responsabilité qui est la mienne en tant que directeur et programmateur fait que y a un risque, c'est qu'on s'arrête jamais vraiment de travailler. Mais Mhm. même en vacances, la tentation de checker les mails, de répondre au téléphone, c'est très difficile pour moi et je coupe quasiment jamais. Chose qu'on me reproche ou on m'avertit des fois, mais c'est sain quand même de couper. Et c'est vrai que c'est pas tout facile d'arriver en tout cas à jongler en tout cas entre vie privée et vie professionnelle. Mais le festival a grandi. Le festival appartient, comme je l'ai dit, à un conseil de fondation qui est aussi très engagé, qui n'est pas là que pour contrôler le travail qui est réalisé par l'équipe du bureau, mais qui est aussi là pour nous aider, nous accompagner et aussi nous soigner en tout cas aussi notre rythme. Et je crois que de plus en plus, on parvient vraiment à avoir des vacances qui soient des vraies vacances, des temps libres qui soient des vrais temps libres, et éviter les heures sup et de passer en fait sa vie au bureau ou au téléphone ou devant des concerts. Donc, tu as 25 jours de vacances maintenant? Ah, mais j'arrive même à en avoir un petit peu plus. Ok. Parce que c'est vrai que c'est l'avantage et l'inconvénient avec ce rythme annuel qu'on a de travailler toute l'année pour 4 jours d'événements. C'est vrai qu'on cumule les heures sup à l'approche du festival et on a la Après, possibilité ok. aussi de pouvoir les récupérer. Qui plus est, on a la chance d'être un festival au début de l'été, donc on se retrouve à pouvoir les récupérer aussi durant les beaux jours. Et on peut aussi aller profiter des autres festivals. Mais c'est vrai que c'est là où la frontière est souvent ténue parce que on me demande des fois quand je vais au Paléo ou à Montreux regarder un concert que je kiffe, est-ce que je travaille ou est-ce que c'est pour le plaisir? Et c'est un peu les deux. Ouais. Bon, je pense que c'est beau. C'est beau de pouvoir arriver là. Bah oui, c'est beau. Et vraiment, je m'en plains pas. Je suis heureux de ce qui a été accompli et heureux du fait aussi qu'on ait une équipe qui travaille pour le festival, des partenaires, une équipe au sein du bureau et un conseil de fondation qui est fidèle. Des bénévoles qui reviennent d'année en année, des responsables de secteur qui sont eux, on en a 130 à Festineuge qui sont des bénévoles mais qui ont une responsabilité de monter, de former, d'encadrer le travail d'une équipe. Et tous ces gens-là, la plupart reviennent. Et ça, c'est une fierté de se dire que finalement, si les gens, les collaborateurs, collaboratrices du festival continuent, c'est qu'ils y trouvent un équilibre et du plaisir. Et c'est vrai que je pense que c'est important de garder du plaisir dans ce qu'on fait, parce qu'encore une fois, je pense que j'ai beaucoup de collègues qui gagneraient bien mieux leur vie en allant travailler ailleurs, mais la motivation, on la trouve ailleurs. Et on la trouve vraiment dans ce plaisir à travailler en équipe, dans ce plaisir à travailler et à échanger et à travailler un peu comme une petite famille qui travaille ensemble pour mettre un maximum de sens à notre engagement et dans notre festival. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce podcast de façon générale, c'est justement d'entendre ce genre de phrases et de discours, si on veut. Je parlais avec un pote hier qui est journaliste et que lui, il a une formation d'économiste d'entreprise et il a réalisé à un moment, bon, il a terminé, mais que c'est pas ce qui le motivait, ce qui le drivait. Ce qu'il aimait, c'était l'humain. Donc, tu vois, ça m'a fait un peu penser à ce que tu disais. Et aujourd'hui, il me disait, maintenant, en tant que journaliste, il a l'excuse. Et là, je le rejoignais parce que finalement, moi, le podcast, c'est aussi pour ça. C'est une excuse de pouvoir parler avec toi et avec mes anciens et mes futurs invités. Et où lui me disait, il m'a parlé de son salaire, c'est pas grand-chose, mais il aime profondément ce qu'il fait. Et ce que je trouve beau, c'est que, donc encore une fois, lui, économiste d'entreprise, c'est pas la voie traditionnelle pour devenir journaliste. Et je dis ça parce que je pense que c'est important de dire aux gens que
que tout est possible dans le sens où, encore une fois, je reviens sur cette période difficile qui était le début de Festineuch, mais où tu as continué et aujourd'hui tu en vis et tu es heureux. 13 personnes vivent aussi de cette Mhm, initiative que tu as eue avec d'autres personnes il y a 23 ans. mhm. Et ça, moi, je trouve magnifique. Et je pense que c'est important de le dire que quand on a une idée, c'est possible qu'elle devienne un jour pas seulement une Ouais. idée, mais qu'en Mhm, plus de ça, elle puisse nourrir d'autres personnes. mhm. Et ça, je trouve fou et Et, c'est très motivant. et je pense, si je rebondis sur ce que tu dis là, le luxe qu'on a peut-être à Festinoche, c'est que finalement on construit une ville éphémère avec les mêmes contraintes en termes d'urbanisme, d'accueil, de sécurité, d'infrastructure. On a une ville qui réunit quand même 55 000 personnes, ce qui en fait quand même une grande ville pour le canton de Neuchâtel. Une ville éphémère, certes, mais une grande ville. Et que on essaye toutes et tous de se dire qu'on essaye de faire de cette ville une ville un peu meilleure que ce qu'on voit dans la vraie vie. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est extrêmement encourageant. Alors, forcément, certains trouveront qu'on va pas assez loin dans certains domaines, mais mine de rien, on est vraiment guidé par des engagements en termes d'intégration sociale, en termes de développement culturel, en termes de développement durable et d'écologie. On a des valeurs fortes et des engagements forts, et toutes les décisions qu'on prend, on se réfère toujours à ces valeurs-là. Et on en tient compte à chaque fois, et ça nous permet quand même de développer beaucoup de projets, des projets pilotes. On est un petit laboratoire finalement d'une société, d'une petite société, d'une ville éphémère. Et je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que on peut vraiment développer des projets, tester des nouvelles choses. Et, euh, et je pense que c'est intéressant. Mais les questions qui se posent aussi pour le futur, c'est la cohérence de ce monde du live avec des enjeux globaux, surtout en termes d'écologie. C'est vrai que le développement durable est une des valeurs fondamentales de Festinoche. On était pionnier dans pas mal de domaines pour réduire notre empreinte écologique et environnementale, réduire nos déchets. Mais on sait très bien que si on voulait être cohérent à 100%, on viserait plutôt un festival plus petit, avec moins de déplacements de spectateurs, moins de déplacements d'artistes, et que c'est difficile de viser la décroissance quand on est une entreprise qui engage 13 personnes, parce que décroître, ça veut dire peut-être moins de spectateurs, moins de spectatrices, moins d'artistes, moins de collaborateurs, de collaboratrices. Et on essaye vraiment de tracer notre chemin et d'être le plus cohérent possible tout le temps dans nos prises de décision, dans nos projets, par rapport à ces engagements-là. Mais c'est un challenge qui est passionnant, je pense, où on est tous un peu acteurs et actrices de cette petite ville qu'est Festinoche. Et en parlant de l'équipe, tu as mentionné le conseil de fondation. Euh, Concrètement, combien de personnes y a-t-il dans ce conseil? Qui sont ces personnes? Alors, le conseil de fondation de Festinoche est le même depuis plus de 10 ans désormais. C'est 7 personnes qui sont bénévoles, qui se réunissent parfois plusieurs fois par mois. C'est les Et conseillers fédéraux. c'est un peu notre collège, nos 7 sages, qui est présidé par Aurélie Planas, qui est avocate de formation. Et on retrouve au sein de ce conseil de fondation des compétences professionnelles variées dans le monde du social, dans le monde de l'architecture, de la finance par exemple. Mais il a été constitué à l'époque, on n'a pas voulu aller chercher des personnes qui avaient un carnet d'adresses, qui pouvaient faire du lobbying, comme on le voit parfois dans des conseils de fondation. On a cherché des personnes qui avaient une connaissance du terrain, une connaissance de notre réalité sur le terrain du festival. Donc il y a beaucoup de membres du conseil de fondation qui sont d'anciens employés du festival ou d'anciens bénévoles ou des membres fondateurs, même pour certains de Festineuge, donc qui ont la connaissance de la réalité concrète du terrain et qui ont des compétences professionnelles qui peuvent être amenées au service du festival et de la direction. Et ça, c'est une ressource qui est extrêmement précieuse parce que je suis un peu directeur par accident. Il n'y a pas de formation pour devenir directeur d'un festival. Il y a certains domaines où j'ai de réelles lacunes et du coup, ça renforce encore ce travail collectif et surtout la recherche d'une intelligence collective. Parce que plus on est à réfléchir à un projet,
meilleures seront les chances de prendre les bonnes décisions. Et il y a souvent, quand on développe un projet tel que Festinoche, la tentation de voir le résultat à court terme et d'oublier la vision à long terme. Et le conseil de fondation, de par sa sagesse aussi, et le fait qu'il n'ait pas les mains dans l'opérationnel, avec le rythme que ça implique d'être dans l'opérationnel, le stress, permet vraiment de challenger les prises de décision et d'être garant de ses valeurs sur le long terme. Et je pense que ça nous a évité bien des mauvaises décisions qui auraient pu peut-être rapporter gros à court terme au festival, mais qui n'auraient pas été cohérentes sur le long terme. Et je crois que le succès de Festinoche aujourd'hui, c'est le fruit de cette cohérence tout au long du développement de cette institution. Ouais, le conseil de fondation est vraiment l'équivalent d'un conseil d'administration dans le business, enfin, des différents boards qu'il y a pour les entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai pas dit comme ça, et tu l'as pas dit comme ça non plus. Tu sais, dans le monde d'entreprise, on parle beaucoup de culture d'entreprise. Toi, tu as parlé de valeurs et de mission. Et finalement, c'est ça, c'est par le biais de ces valeurs fortes qui sont présentes et uniformes, bah, il y a cette culture qui est là. Et par contre, je ne savais pas que dans les conseils de fondation, enfin, que quand on allait choisir ou créer un conseil de fondation, tu allais également potentiellement penser à ce que les membres peuvent amener, apporter, que ce soit en termes comme tu l'as dit, de réseau ou d'opportunités. Je pense qu'on n'a jamais vraiment cherché à imiter des modèles, mais on a développé notre propre modèle. Forcément en s'inspirant de ce qui se faisait de bien ailleurs et de ce qui fonctionnait ailleurs, mais on a vraiment inventé notre modèle, autant notre modèle économique, notre modèle de festival et notre modèle de gestion de l'institution Festinoche. Et en termes de management ou de culture d'entreprise, il y a aussi un élément qui est capital et je pense qui est une donne indispensable dans tout projet culturel, c'est une forme de management participative. C'est impossible d'imaginer un événement à but idéal et non lucratif tel que Festinoche avec un fonctionnement horizontal purement et simplement. Alors certes, on se base sur un organigramme précis, des responsabilités précises, mais on a toujours été soucieux, et moi le premier depuis que j'ai pris la direction du festival en 2014, de partager et de permettre à tout le monde de contribuer à l'évolution du festival, d'écouter, de ne pas prendre de décision sans être sûr d'avoir l'adhésion du plus grand nombre. J'ai un exemple type. En 2014, on a bougé les dates du festival. On était avant fin mai, et en 2014, on a bougé les dates à la mi-juin. C'est une décision dans une entreprise lambda, je dirais, qui pourrait être prise par un conseil de fondation et un directeur tout seul. Analyser un peu quelle est la concurrence, les risques et les opportunités de bouger les dates de l'événement. Mais on a pris le temps, et ça prend du temps, c'est chronophage, de sonder tout le monde, de sonder les personnes de l'interne, pour qu'au final, quand on annonce que le festival bouge ses dates, tout le monde puisse dire « nous avons décidé » et pas le directeur ou le conseil de fondation a décidé de. Et je pense que le fait de pouvoir au maximum parler en « nous » renforce vraiment l'osmose ou l'harmonie qu'on peut retrouver au sein d'une entreprise. Et c'est très important, surtout dans un festival qui emploie 1600 bénévoles, d'essayer vraiment de réfléchir ensemble, d'écouter aussi ce qui se passe sur le terrain, d'écouter chaque bénévole qui peut, au travers de débriefings, faire remonter des idées, faire remonter des envies de changement. Et évidemment, c'est au directeur souvent de trancher, de dire oui ou de dire non. Et tout n'est pas parfait. Hein. Il y a des fois des situations où on n'est pas d'accord, où il y a des bras de fer des fois un peu tendus, comme dans toute entreprise. Mais je pense que d'avoir un management le plus participatif possible, je pense que c'est un gage aussi de succès et d'adhésion aussi de toute une équipe à un projet. Je regarde l'heure. Est-ce que tu dois partir à 17h00 à tout prix ? Mais je devrais, mais on a encore 5 minutes. 5 minutes ? Ouais, ok. ouais. Alors, bon, malheureusement, enfin je dis malheureusement, ça c'est pour moi, j'ai jamais assez de temps pour vraiment parler de toutes les thématiques que j'aimerais aborder. Mais donc, je vais quand même te poser encore 2 questions.
j'ai un concept que j'ai mis en place il y a quelques épisodes où un ou une ancienne invitée me pose une question, enfin plutôt pose une Mhm. question à un futur invité. Et donc la question est la suivante, comment te positionnes-tu par rapport à l'arrivée de la déferlante de l'IA, donc l'intelligence artificielle, qui nous tombe dessus? Je- Tu vois, que ce Ouais, soit à titre ouais. privé de tous les Alors, jours ouais, ou ce qui est intéressant, ce serait la partie festival ouais, aussi. bah, à titre complètement privé, ça me fout les boules. Ça me fait peur, ça m'inquiète. Tu l'utilises? Non, je l'utilise pas. Je suis pas du tout geek et peu intéressé par les nouvelles technologies. Je suis pas au fait de même l'intelligence artificielle. J'en entends parler comme tout le monde à travers les médias, mais de même que la crypto-monnaie, c'est un monde qui me paraît complètement étranger et qui me fait peur. Et je pense qu'il Ouais, qui me fait peur. Et je rêverais des fois de. Alors, je parle vraiment comme un boomer, hein, peut-être. Mais c'est vrai que j'ai peur aussi des réseaux sociaux, je les utilise. Mais c'est un monde qui me fait peur, qui a permis de réaliser bien des révolutions, hein, j'en suis complètement conscient des avancées que ça a permis. Mais en même temps, je trouve que ça fait peur pour l'avenir de l'humanité. Et je me rassure en me disant qu'en travaillant dans un festival, on travaille justement dans le monde de l'émotion, du moment présent, de concerts et de moments T qui sont pas duplicables, qui sont pas recopiables, qui sont pas téléchargeables, qui sont pas transmissibles, qui se vivent ensemble en étant sur place physiquement. Et pendant la période du Covid, quand il y avait ces questions, certains disaient que ça allait être l'avènement des concerts plutôt en streaming, ou que ça soit des concerts qu'on retrouve en hologramme, qui permettent de voir des artistes qui sont morts. Enfin, moi, c'est des trucs qui me font un peu peur. Et je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir partager vraiment des émotions qui sont vraies, qui sont sincères et qui ne sont pas issues trop de la technologie, de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on on a besoin de ça. Et que justement, les concerts et la musique sont un peu un havre préservé un peu de toutes ces nouvelles technologies, à part pour produire la musique. Mais c'est vraiment l'humain et l'émotion collective qui prime de quelque chose qui n'est pas duplicable, pas téléchargeable. Et ça me rassure de me dire qu'on travaille là-dedans à Festinoche. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu ne penses pas que sans... Alors, bon, j'allais dire sans cette technologie-là, finalement, dans le futur, Festineuch, potentiellement... Alors, j'allais dire disparaîtra, mais Ouais. c'est pas le mot que je cherchais. Mais bon, et toi, la décroissance ne te fait pas Mhm. peur. Donc, mais tu vois, si tu as d'autres festivals qui utilisent, en fait, c'est pas pour les concerts, c'est pas pour les artistes, mais c'est plus pour la réalisation du festival. Tu vois, tout ce qui tourne autour, que ce Mhm. soit en termes organisationnels, planification, mail. Enfin, tu vois, Ouais. c'est vraiment. Ben, en fait, tu parlais de l'admin au Ouais, ouais. début, qui est cette phase cachée qu'on ne voit pas et qui est hyper chronophage et qui est pas forcément tout le temps fun. C'est là où moi je pense que bah, typiquement un ChatGPT de Mhm. OpenAI Mhm. pourrait venir aider ou améliorer cette productivité. Peut-être il y a des choses à en tirer, évidemment. Et j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont bien plus au fait que moi de ces nouvelles technologies et qui en parlent et qui en intègrent aussi dans nos différents processus. Et, Ok, euh, donc il y a et quand même... c'est extrêmement précieux, Ok, oui. d'accord. Mais Toi, tu parlais vraiment du cœur du festival, quoi. ouais, bah, L'émotion. moi je parle des nouvelles technologies qui à titre privé me font peur, à titre personnel plutôt. Mais je reste quand même convaincu que les gens ont besoin de relations vraies et humaines. Et que plus se développeront les nouvelles technologies, plus ce besoin restera là et qu'il y aura peu de fenêtres dans notre société pour pouvoir les vivre, les partager, les pratiquer, les entraîner. Et, et c'est vrai que j'espère que le monde de la culture ou de la musique en particulier
sera un vecteur de ces émotions qui restent, ou de ce lien en tout cas, qui reste pur, qui reste vrai. Et évidemment, un texte pour faire la communication ou annoncer l'arrivée de Angèle à Festineuge pourrait être écrit par ChatGPT. Mais je pense que le public le sentirait et a justement envie de retrouver chez nous ce qu'il ne retrouve plus ailleurs. C'est-à-dire des gens qui écrivent, qui réfléchissent, des cerveaux qui sont mis ensemble et pas des machines ni des ordinateurs. Donc voilà, je disais, c'est peut-être un discours un peu de boomer, mais j'y crois personnellement. Après, évidemment, je disais que les réseaux sociaux me font peur aussi, mais on en bénéficie à fond en tant qu'organisateur de concerts. Un exemple type, on a réussi cette année à vendre tous nos billets uniquement au travers de notre communication organique, au travers de notre site web, des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux parviennent à créer une communauté avec lesquelles on peut communiquer en direct, et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Donc voilà, je pense que c'est une question, il n'y a pas de réponse simple à une réponse aussi compliquée. C'est clair. Mais j'exprime un peu les craintes à titre personnel que ça peut générer en moi, quoi. Donc garder cette touche humaine. Voilà. Et ma dernière question pour toi, Antonin, qu'est-ce que le succès pour toi ? Le succès pour moi, c'est le bonheur. C'est juste le bonheur que tu as trouvé. Le bonheur que j'ai trouvé, le bonheur qu'on parvient au travers de Festineuge aussi à relayer. On est des passeurs et des passeuses d'émotions. Et je crois que pour beaucoup de Neuchâteloises et Neuchâtelois et de personnes plus largement, Festineuge, c'est source de réjouissance, de bonheur. Et je crois que ça, c'est ça pour moi le succès. En tout cas, une des définitions du succès, s'il en fallait une, mais c'est encore une question difficile et compliquée aussi, difficile de répondre avec une réponse simple à une question aussi vaste, je dirais. Très bien, Antonin, je te remercie beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, un grand plaisir. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ? Non, c'était plaisant. On dit toujours que je suis un peu trop loquace en interview et que j'ai tendance à faire des réponses trop longues. J'espère que ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je participe à un format long où on a le temps de développer. Et c'est vrai que volontiers, je resterai bien encore 1 heure à papoter avec toi. Merci beaucoup en tout cas. Merci. À tout bientôt. À bientôt. Ciao, merci. ciao. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao ciao.